Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Bonjour auditrices, auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la pollution lumineuse. Les hommes aiment la lumière. Elle sécurise, elle illumine les routes, les vitrines, le patrimoine culturel. Malheureusement, la lumière trop utilisée a un effet néfaste sur la biodiversité. La lumière devient donc une pollution. En 2013, le ministère de l'Écologie a parlé pour la première fois du terme de pollution lumineuse, des effets indésirables des éclairages artificiels sur l'environnement. Pour en savoir plus, nous accueillons Thierry Langagne, président de la délégation territoriale de la LPO de l'Ain et chercheur en écologie à l'université. Bonjour Thierry. Bonjour. Dites-nous, c'est quoi la pollution lumineuse ? Ça correspond à toutes les lumières générées par les activités humaines et pendant la nuit. On parle de deux grandes caractéristiques. La lumière directe, par exemple, celle que vous allez retrouver près d'un lampadaire, ou près d'une rue éclairée, ou près d'une route sur laquelle il y a beaucoup de circulation routière, où là vous recevez directement la lumière qui est produite par nos activités. Vous imaginez que là ça peut être une lumière qui est assez forte, mais qui a un empiètement spatial assez faible, c'est-à-dire que sous un lampadaire vous êtes très éclairé, mais si vous vous éloignez de 50 mètres, vous n'avez plus du tout de lumière. Donc, d'un point de vue spatial, c'est pas très important. Par contre, il y a une autre composante à la pollution lumineuse, à laquelle on n'avait pas pensé au tout début, c'est le halo généré par les activités humaines. Et si vous regardez autour d'une grande ville, vous voyez au-dessus de la ville un immense halo de lumière. Et cet halo de lumière, c'est souvent de la lumière qui est diffuse, qui est très faible en termes de niveau, mais elle, par contre, elle est visible à 50 ou 60 km de la ville. Et donc, ce qui veut dire que, par exemple, pour une ville comme Lyon, vous tracez au compas un cercle de 60 km autour de Lyon, et c'est dans ces 60 km, ça fait un immense territoire, il y a une bonne partie du département de l'Ain qui est dedans, on va avoir une lumière la nuit qui est anormalement élevée, et cette lumière, elle est générée par la ville de Lyon et par les activités humaines à Lyon. Et puis lorsque vous allez sortir du halo de la ville de Lyon, je dis 60 km, mais ça va même au-delà de ça, eh bien, au nord, vous allez rentrer dans le halo de Villefranche-sur-Saône. Lorsque vous allez quitter le halo de Villefranche-sur-Saône, vous allez rentrer dans celui de Mâcon. Lorsque vous allez quitter celui de Mâcon, etc., etc. Et on s'aperçoit que finalement, notre territoire est complètement mité par la pollution lumineuse et que les endroits où il n'y a plus de lumière générée par les activités humaines la nuit deviennent très, très peu nombreux. Quelles sont les conséquences de la pollution lumineuse sur la faune et la flore ? Les premières informations qu'on a eues sur l'impact que pouvait avoir la pollution lumineuse, c'était sur les phares en Bretagne, mais aussi les phares en Amérique du Nord, où certaines nuits, il y avait des centaines d'oiseaux qui se retrouvaient morts au pied du phare parce qu'ils avaient été attirés par la lumière du phare la nuit et s'étaient fracassés contre les vitres. Donc ça, c'était les premières informations qu'on avait sur l'impact que pouvait avoir la pollution lumineuse. Ces impacts, on le sait maintenant, ils sont très, très, très nombreux. Donc je peux même pas tous vous les citer tellement il y en a. Je vais vous en citer simplement 2 ou 3. Imaginez que en mer, le plancton effectue une migration entre la surface de la mer et la profondeur de la mer tous les jours. Et cette migration, elle est liée à l'absence de lumière la nuit. Et lorsque vous rajoutez de la lumière liée aux activités humaines, eh bien, cette migration verticale du plancton cesse. Et si le plancton n'est plus accessible pour les poissons ou change de comportement, ben le plancton, c'est la base de toutes les chaînes alimentaires en mer. Donc on voit bien les désordres et les dégâts que ça peut faire. Je vous parlais tout à l'heure de cette étude sur les oiseaux qui venaient se fracasser sur les phares. Eh bien, on a maintenant de nombreuses études qui ont été conduites et qui montrent que, effectivement, pour beaucoup d'espèces animales, on a une attraction vers la lumière, ce qu'on appelle du phototactisme positif, c'est-à-dire que les animaux sont attirés par la lumière et viennent jusqu'à taper au plus près de la lumière et donc se tuent sur des vitres, par exemple. Et donc là, ça concerne des milliers d'oiseaux, je devrais même dire des millions d'oiseaux, puisqu'une étude américaine a montré que simplement avec les 2 grands phares de New York qui symbolisaient le World Trade Center qui a été abattu par les attentats de 2001, pendant très longtemps, dans le ciel de New York, il y avait 2 immenses phares qui montaient dans le ciel. Eh bien, ces 2 phares ont attiré pendant la durée de l'étude, c'est-à-dire 49 jours, 1,2 million d'oiseaux. Ça a perturbé en fait
toute la migration des oiseaux qui partaient du Canada et qui longeaient les côtes américaines pour aller jusqu'au Mexique ou aux Caraïbes pendant l'hiver, simplement parce que les oiseaux étaient attirés. Et on sait, par exemple, qu'il y a des millions d'oiseaux qui meurent sur les vitres des immeubles qui sont éclairés. On sait aussi que cette pollution lumineuse, ça perturbe beaucoup les activités des animaux. Parce que finalement, pour faire rapide, on dit souvent que les animaux sont nocturnes ou sont diurnes, c'est-à-dire vivent la nuit ou vivent le jour. Et évidemment, c'est la quantité de lumière disponible qui fait que d'un seul coup, s'ils sont diurnes, ils vont s'arrêter à la tombée de la nuit. Ou inversement, s'ils sont nocturnes. Eh bien, lorsqu'on a de la pollution lumineuse, c'est-à-dire lorsqu'on rajoute de la lumière dans l'environnement, on empêche les animaux ou on perturbe cette décision de dire « ça y est, il fait nuit, je m'arrête » ou « ça y est, il fait nuit, je deviens actif ». Et je le disais tout à l'heure à vos camarades, beaucoup d'animaux se reproduisent au printemps parce que c'est le moment où il y a le plus de nourriture pour nourrir les jeunes. Ce qui fait qu'ils reconnaissent que ça va être le printemps, c'est un allongement de la durée des jours. Or, une étude a montré chez les kangourous en Australie que lorsqu'on rajoute de la pollution lumineuse, les animaux ont des difficultés à percevoir l'allongement de la durée des jours au tout début du printemps et ça retarde la période à laquelle ils vont commencer la reproduction et donc ça retarde la période à laquelle ils vont avoir des jeunes à nourrir. Et si ces jeunes arrivent trop tard, ils vont arriver après le pic de nourriture disponible. Donc ça va avoir des impacts importants pour les animaux. Et puis, il y a d'autres effets sur lesquels je vais passer très vite, qui sont énormément d'effets sur l'état de santé des animaux, mais aussi des hommes, puisqu'on est un animal parmi d'autres, et on sait maintenant que la pollution lumineuse affecte gravement la santé de beaucoup d'êtres vivants, hommes inclus. Et j'ai juste oublié de vous parler de la flore. Une des choses que je sais sur l'impact sur la flore, c'est que la pollution lumineuse affecte beaucoup la pollinisation, c'est-à-dire la fécondation des végétaux. Et donc, si la pollinisation est affectée, ça veut dire que la reproduction, par exemple la production de graines, est également affectée. Alors comment peut-on lutter contre la pollution lumineuse ? La plus radicale, c'est de faire baisser le niveau de lumière la nuit. On s'est habitué à avoir des nuits avec des lampadaires partout. Parce que l'homme est un animal diurne, donc on a un équipement sensoriel, nos yeux, qui est adapté à une vision des couleurs et à une vision en journée. Et donc, pour étendre notre activité, on s'est mis à mettre des lampadaires partout pour être actif même pendant la nuit. Mais quelque part, c'est un peu contre nature. Et donc, pour faire baisser la pollution lumineuse, il faut faire baisser l'éclairage nocturne partout où il n'y en a pas besoin. Il y a plein d'endroits où on met de la lumière la nuit, on va dire pour se rassurer, alors que finalement, il n'y a personne. Par exemple, quelque chose de tout simple, pendant le couvre-feu, on était obligé de rentrer à 19h. À 19h, il fait nuit. Il a fait nuit en tous les cas pendant une bonne partie du temps, même si maintenant les jours se sont rallongés. Et pourtant, dans beaucoup de villages, il y a tous les lampadaires qui restaient allumés toute la nuit, alors qu'on avait interdiction de sortir. Pourquoi ces lampadaires restent allumés ? Pourquoi on les a pas éteints ? Alors, dans certains villages, ils l'ont fait, mais ça reste une toute petite minorité. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que si vous regardez les lampadaires chez vous, vous allez souvent vous apercevoir qu'il y a beaucoup de lampadaires qui sont encore des lampadaires boules, donc c'est des espèces de bulles de verre, on va dire, pour lesquelles la lumière part dans toutes les directions, y compris vers le haut, alors que vous, votre lampadaire, vous aimeriez juste qu'il éclaire le trottoir, c'est-à-dire vers le bas. Et donc, il faut vraiment maintenant modifier tous nos lampadaires, c'est déjà en cours. Mais il y a beaucoup de villages où il reste des lampadaires de vieille génération pour avoir des lampadaires qui ont une espèce de chapeau, voire même des côtés qui sont obscurs pour que toute la lumière diffuse vers le bas, c'est-à-dire là où on en a besoin. Et ne diffuse pas vers le ciel, là où du coup toute l'énergie que vous mettez, toute l'électricité que vous gaspillez, c'est pour éclairer le ciel, c'est-à-dire un endroit où on ne veut pas éclairer. Et sur le long terme, la pollution lumineuse aura-t-elle un impact sur le mode de vie des animaux ? Oui, elle aura un impact sur le mode de vie, mais elle va avoir surtout un impact sur la quantité d'animaux, puisque selon un calcul que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, je crois que en France, une estimation très simple fait qu'il y a plus de 9 000 milliards d'insectes qui meurent dans nos lampadaires chaque année. Et donc, vous imaginez bien, parce que ces insectes ont un phototapisme positif, comme j'en parlais tout à l'heure, sont attirés par la lumière. Et donc, vous imaginez bien que 9 000 milliards d'insectes par an, au bout d'un moment, il ne va plus en rester. Et c'est exactement ce qu'on observe, puisque si vous voyagez la nuit, vous voyez bien que sur le pare-brise de la voiture, il y a de moins en moins d'insectes nettoyés, parce que nos activités humaines, je pense beaucoup à l'agriculture, mais aussi à la pollution lumineuse, tuent énormément d'insectes.
Donc c'est pas tout à fait ce qu'on appelle un impact à long terme sur le mode de vie, mais c'est une disparition à long terme de beaucoup d'espèces. Et puis il peut y avoir un impact qui est un peu plus particulier, c'est que par exemple, on sait que pour certaines chauves-souris, la lumière est un véritable repoussoir, donc elles ont un phototactisme négatif, elles fuient la lumière, alors que pour d'autres espèces, elles ont un phototactisme positif, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas inquiétées par la lumière, elles ont même tendance à être attirées. Et puis ces espèces qui sont attirées, elles vont pouvoir chasser tous les papillons de nuit et tous les insectes qui la nuit sont attirés par les lampadaires. Donc elles vont plutôt bien s'en sortir, alors que d'autres espèces vont fuir la lumière et elles, du coup, sont amenées à se raréfier puisqu'on vit dans un monde où la nuit devient de plus en plus lumineuse. Quelles sont les mesures qui ont déjà été mises en place pour protéger l'environnement de la pollution lumineuse ? Eh bien, on en parlait tout à l'heure. L'État a déclaré que la nuit, il fallait baisser notre utilisation de la lumière et par exemple qu'on devait éteindre les vitrines ou qu'il fallait réfléchir à l'usage qu'on fait de la lumière parce que dans un village, avoir des lampadaires allumés toute la nuit, ça coûte beaucoup d'électricité. Et vous savez que quand on produit de l'électricité, c'est soit avec les centrales nucléaires, soit avec des centrales thermiques. Donc, si c'est les centrales thermiques, ça produit aussi du CO2 qui contribue au réchauffement climatique. Et donc, on devait aussi avoir un usage plus limité de la lumière la nuit et garder cette lumière uniquement si c'est indispensable. Et donc, les vitrines et les panneaux publicitaires qui sont allumés toute la nuit quand il y a personne, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, une loi demande à ce qu'on ne puisse plus éclairer les vitrines toute la nuit pour faire baisser cette lumière nocturne. Et pour vous, toutes les mesures mises en place ont-elles eu un résultat bénéfique ? Pas vraiment, parce que la loi existe et d'un point de vue juridique, qui est en charge de faire respecter ces normes sur la pollution lumineuse et sur l'éclairage nocturne, ce sont les maires de nos villages. Or, en mairie, si vous allez voir à votre mairie pour demander est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait pour réduire la pollution lumineuse, la plupart du temps, on va vous regarder avec des yeux ronds en me disant « mais de quoi est-ce qu'on me parle ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Et donc souvent, les maires ne sont tout simplement pas informés, n'ont pas cette information-là et donc c'est à eux de faire respecter la loi, mais ils ne le savent pas. Et non seulement ils ne le savent pas, mais ils ne savent même pas ce que c'est que la pollution lumineuse. Et donc quand on leur dit vous devez faire baisser, vous devez veiller à ce que ce soit éteint, vous avez même la possibilité de faire un rappel à la loi ou de mettre des amendes s'il y a des éclairages qui restent toute la nuit alors que la loi vous demande de les faire éteindre, ils ne sont pas au courant. Donc c'est pour ça que je dis que le résultat bénéfique attendu est pour l'instant très très mince, même si je dois reconnaître que dans certains villages, les gens commencent à comprendre que la pollution lumineuse peut être nocive, et si on leur dit qu'en plus cette pollution lumineuse est très probablement impliquée dans de très nombreux cancers chez l'homme, les gens finissent par dire « ah ben oui, mais attendez, moi si ça va impacter ma santé, pourquoi est-ce qu'on n'éteint pas la lumière la nuit alors que moi la nuit je suis chez moi, j'en ai pas besoin. Et j'ai pas besoin que des lampadaires traversent mes volets et éclairent ma maison la nuit. » Donc les gens commencent à être petit à petit sensibilisés, mais on a un gros effort encore à faire. Pour terminer, Thierry, qu'avez-vous mis en place dans votre association pour sensibiliser les gens sur la pollution lumineuse ? À la LPO, puisque je suis président de la LPO dans le département de l'Ain, on travaille par exemple dans le pays de Gex, donc sur la partie du département qui est proche de la Suisse, pour sensibiliser à la pollution lumineuse. Et on travaille à la fois pour comprendre comment cette pollution lumineuse affecte les chiroptères, c'est-à-dire les chauves-souris, et puis pour aller voir les maires dans les villages, pour leur montrer une carte de leur village avec le niveau de pollution lumineuse et leur demander qu'est-ce qu'ils souhaitent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faire baisser cette pollution lumineuse. En particulier pour créer ce qu'on appelle des trames noires, c'est-à-dire une continuité entre les zones noires pour pas que les animaux se retrouvent isolés dans des tout petits patchs qui restent encore obscurs et ne puissent plus circuler ailleurs. Donc pour relier les patchs qui sont encore nocturnes entre eux, pour leur permettre de communiquer et d'échanger entre ces parties obscures du territoire. Et donc on va voir les maires de tous les villages, un par un, pour leur montrer la carte de leur village, pour les sensibiliser et pour leur demander est-ce qu'ils souhaitent faire quelque chose, est-ce qu'on peut discuter, leur montrer les zones où il faudrait prioritairement faire baisser le niveau de lumière, par exemple. Et puis après, j'ai envie de dire, c'est aussi à vous tous et à vous toutes, en tant que citoyens, de porter cette information-là et de dire moi, dans mon village, je ne veux plus qu'il y ait de la lumière la nuit qui serve à rien. C'est de la lumière qu'on gaspille et en la gaspillant, non seulement c'est un gaspillage d'énergie, mais en plus,
on affecte la biodiversité, on affecte la santé des plantes, on affecte la santé humaine. Et là, il faut dire stop. Donc, je compte sur vous pour relayer le message. Le simple choix d'un bon système d'éclairage réduit grandement la pollution lumineuse. Le fait de surveiller sa consommation de lumière quotidiennement peut avoir un effet spectaculaire. Nous remercions Thierry d'avoir répondu à nos questions sur la pollution lumineuse. Si nos auditrices et auditeurs souhaitent en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site internet de la LPO. Merci à vous. Cette émission a été réalisée par les élèves de première Bac Pro Service aux personnes et au territoire de la MFR de Pontzell en atelier avec Radio Aléo. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.